Alors, je vous remercie d'abord Caroline et Bernard pour cette invitation extraordinaire et la possibilité de présenter quelque chose de mon projet sur l'écologie générale des techniques et des médias. Je vous présenterai un texte en français, traduit de l'allemand par Guillaume Pla. Et ce texte a deux chapitres. Le premier chapitre discutera le nouveau paradigme esthétique proclamé par Félix Guattari pour penser la genèse d'une nouvelle subjectivité post-médiatique. Et le deuxième chapitre présenterait une esquisse de ce que je propose à appeler le nouveau paradigme écologique et l'écologie générale. Je m'efforcerai de montrer que le nouveau paradigme à l'ère de la technologie ou sous la condition technologique, comme vous voulez, le nouveau paradigme de notre nouvelle culture du sens technologique n'est pas esthétique comme proposé Guattari, mais plutôt écologique. La genèse d'une écologie générale, la généralisation de l'écologie qui aboutit à la naissance de ce nouveau paradigme et qui excède l'écologie restreinte, à mon avis, c'est à mon avis ce qui est caractéristique pour notre époque. Et je pense que c'est même l'événement de notre époque qu'il faut comprendre et penser. Alors, je commence avec le premier chapitre, le nouveau paradigme esthétique et la technologie. Par le concept de nouveau paradigme esthétique, Félix Guattari a voulu caractériser le moment central de l'ère post-média dont il voyait se dessiner la possibilité et l'imminence de manière toujours plus précise depuis les années 1980. La puissance esthétique de sentir, écrivait-il, bien qu'égale en droit aux autres puissances de penser philosophiquement, de connaître scientifiquement, d'agir politiquement, nous paraît en passe d'occuper une position privilégiée au sein des agencements collectifs d'énonciation de notre époque. Fin de citation. À cet égard, le Conseil devait souligner non seulement l'ascension de la puissance esthétique de sentir à la position clé de transversalité de notre époque, mais aussi le fondement et l'horizon de ce mouvement comme tel. Il annonçait la subjectivité à venir, une subjectivité resingularisée, devant être désormais pensée sur la base de nouvelles technologies médiatiques et de l'usage inédit réappropriant des médias et des techniques que ceux-ci rendaient possibles. La tâche de ce conseil ne consiste donc pas, comme on pourrait le penser au premier abord, à élever pour une énième fois les arts au statut d'acteurs privilégiés d'un renouvellement de la subjectivité contre sa normalisation, sa sérialisation, son exploitation et sa destruction telles que se produisent dans le contexte du capitalisme et de ses masses médias. Il observe bien plutôt l'irruption réalisée par le biais de nouveaux médias et de nouvelles technologies d'un sens tout à fait inédit de l'esthétique, qui a délaissé le régime de puissance désormais obsolète de la subjectivité moderne, segmentarisée, et s'est dépris du rôle spécifique plus ou moins marginal qui incombait dans ce cadre à la puissance esthétique. En ce sens, le Conseil décrit l'effondrement technologique de l'ordre classique de la subjectivité, organisé autour de la production de signification, et l'apparition d'une formation fondamentale différente au sein de l'histoire de la subjectivité. Une formation qui est le noyau véritable du projet philosophico-politique de Guattari. C'est elle, en effet, qui constitue l'objet propre dit de sa recherche. C'est à son avènement qu'il consacre son effort. Au centre de son attention, il y a la mise en évidence de l'esthétisation générale, comme il disait, de tous les univers de valeurs, couplés à la majorisation du fait esthétique, ainsi que la reconsidération en profondeur de ce que créer et de ce que produire veut dire pour toutes les formes et à tous les niveaux de l'être.
Des évolutions que la cybernétisation totale de nos formes de vie implémente et rend possible technologiquement, mais par lesquelles celle-ci est en même temps perturbée et interrompue. Notre environnement, tel que Guattari l'analyse, se met pour ainsi dire à grouiller des entités autopoétiques et proto-autopoétiques, d'hétérogénèse machinique, d'émergence des processus créateurs. La distinction qu'on donne Guattari s'inspire d'ailleurs conceptuellement à un degré étonnant de la cybernétique de deuxième ordre. Et à cela s'ajoute également la priorité manifeste donnée à des affects et à des sensations situées en amont ou en deçà de la perception ou de la perceptibilité personnelle subjective qui semble, elle aussi, soutenir cette esthétisation générale. Guattari lui-même a thématisé à maintes reprises, notamment dans le dernier texte, les causes inhérentes aux technologies médiatiques qui ont conduit à ce processus d'esthétisation générale, évoquant un investissement inédit des médias qui ne serait plus celui des masses médias, bien sûr, mais celui, par exemple, de nouveaux modes de composition et de nouveaux agencements d'énonciation, tels que le rendent possible les radios libres, la vidéo, les films en Super 8, le Minitel, c'est très important chez lui, l'ordinateur, la télématique ou encore l'accès interactif aux banques de données. De manière plus générale, la révolution est alors déjà en cours dans le domaine de la technologie de l'information. Il a salué, par exemple, l'expansion prodigieuse d'une subjectivité assistée par ordinateur et l'éventualité d'une nouvelle cité subjective reconstituée par la voie de la technologie. Sa conscience toujours plus vive de la dimension machinique de la subjectivation s'explique selon toute vraisemblance précisément par cette attention croissante qu'il a apportée sur la condition technologique contemporaine. Ainsi, le concept de nouveau paradigme esthétique, il écrivait, citation, s'inscrit à tous égards dans ce que l'on pourrait appeler, en s'inspirant de Derrida et Stigler, c'est pas une citation, pardon. Ainsi, le concept de nouveau paradigme esthétique s'inscrit à tous égards dans ce que l'on pourrait appeler, en s'inspirant de Derrida et Stigler, une pharmacologie de la subjectivation. Tout au moins, Guattari a-t-il porté à l'expression une perspective pleinement pharmacologique. Je lui cite. Les transformations technologiques nous contraignent à prendre en compte concurremment une tendance à l'homogénéisation universalisante et réductionniste de la subjectivité et une tendance hétérogénique, c'est-à-dire un renforcement de l'hétérogénéité et de la singularisation de ses composantes. La production machinique de subjectivité peut œuvrer pour les meilleurs comme pour les pires. Il existe une attitude antimoderniste qui, c'est toujours Guattari, qui consiste à rejeter massivement les innovations technologiques et en particulier celles qui sont liées à la révolution informatique. On ne peut juger ni positivement ni négativement une telle évolution machinique. Tout dépend de ce que sera son articulation avec des agencements collectifs d'énonciation. Les meilleurs, c'est la création, l'invention de nouveaux univers de référence. Le pire, c'est la masse médiatisation abrutissante à laquelle sont condamnés aujourd'hui des milliards d'individus. Les évolutions technologiques conjuguées à des expérimentations sociales de ces nouveaux domaines sont peut-être susceptibles de nous faire sortir de la période oppressive et de nous faire entrer dans une ère post-média caractérisée par une réappropriation et une resingularisation de l'utilisation des médias. Fin de citation. Nous avons aujourd'hui une perception encore bien plus claire de ce qui se passe dans le domaine du conditionnement des nouveaux modes de subjectivation par les technologies médiatiques. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est une vaste transformation de la subjectivité qui s'opère de manière ininterrompue, portée en premier lieu par les nouvelles technologies médiatiques et les nouveaux réseaux cybernétiques, bioniques et sensoriels. Le moteur principal de ce processus dans son ensemble,
c'est la redéfinition de la position historique de la technique et de la sensation, je pense, qui a lieu à cette occasion. Dans ce contexte, il apparaît que le concept de nouveau paradigme esthétique met d'abord et avant tout le doigt sur une profonde césure dans l'histoire des médias, celle qui marque le passage du primat des médias symboliques au primat des médias affectifs, puis atmosphériques, tel qu'il s'accomplit par le biais de la computation en réseau. Les sujets se retrouvent aujourd'hui toujours plus émergés dans les environnements connectés, toujours plus enveloppés dans des nuages de données. La sensation et la cognition ont lieu pour l'essentiel en deçà de la subjectivité classique, segmentarisée et individualisée. Elles cessent d'être concentrées en un seul sujet et donc bien au contraire toujours déjà distribuées en différents systèmes. Et ces nouveaux vecteurs de subjectivation qui apparaissent à cette occasion s'avèrent toujours plus imprégnés par les techniques médiatiques. En d'autres termes, les processus d'individuation psychique et collective sont de plus en plus perturbés et co-constitués par l'individuation des objets techniques dont ils sont depuis longtemps inséparables. En ce sens, les technologies médiatiques fonctionnant en réseau semblent, comme Guattari l'avait annoncé au sujet de l'entrée dans l'ère post-média, détruire objectivement la subjectivité de l'ère des masses médias et produire à sa place, comme il disait, des cartographies animistes de la subjectivité. Ou à tout le moins des modes de subjectivation qui ressemblent à s'y méprendre de telles cartographies. Ces modes de subjectivation retournent à un stade antérieur à la segmentarisation moderne des facultés du sujet et bloquent cette segmentarisation, ouvrant dès lors, selon Guattari, la voie à une habitation intensive de l'affectivité reposant sur des autres technologies. Tel est le contexte global dont émergent les questions pharmacologiques centrales portant sur une esthétique nouvelle, sur le nouveau mode de subjectivation à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Au-delà de la signification... des questions qu'il s'agit de penser de nouveau contre leur investissement hyper-industriel et cybernético-capitaliste qui ont, quant à eux, depuis longtemps commencé à exploiter, à reterritorialiser, à désingulariser la nouvelle subjectivité transclassique. J'utilise ici une différence de Gotthard Günther, un philosophe allemand qui a travaillé avec Heinz von Förster à BCL, at the Biological Computer Lab à Illinois-Urbana. Et Günther distinguera des machines classiques et des machines transclassiques. Ça veut dire classique mécanique, prothèse de corps, et transclassique, ça veut dire prothèse de cerveau et de la pensée. Et par conséquent, il distingue aussi une logique classique avec deux valeurs, une logique transclassique, polyvalente, une métaphysique classique et une métaphysique transclassique, et des cultures même classiques et transclassiques. Et au-delà de la signification étroite qu'il revêt au sein de la pharmacologie et de l'histoire du sujet, le concept de nouveau paradigme esthétique revêt en outre une dimension historico-ontologique manifeste. Il attire l'attention sur la transformation historique du sens de l'être, selon Guattari, qui s'opère par l'entrée dans la condition technologique. Ce processus marque l'abandon non seulement de l'être, écrit avec majuscule, comme tel, entendu comme, ils disent, équivalent ontologique général, mais aussi de tous les autres équivalents modernes tels que le capital, l'énergie, l'information, le signifiant. Et c'est au profit d'une pluralité de processus de devenir.
Il entraîne ainsi une redescription du discours ontologique fondamental qui prend désormais en considération la culture machinique nouvelle axée sur le processus et au sein duquel le principe ontologique premier est le suivant, et je lui cite, « L'être ne précède pas l'essence machinique, le processus précède l'hétérogénèse de l'être. » Fin de citation. Or, dans la mesure où le concept de nouveau paradigme esthétique célèbre la capacité d'invention, de coordination mutante, d'engendrement, de qualité d'être inouï, jamais vu, jamais pensé, cette dignité ontologique nouvelle que l'ontologie plurielle et hétérogénétique confère à l'invention et au processus d'engendrement a certes en partie trait aux arts, mais le déploiement principal, l'urgence historique et sa signification transversale. Et la signification transversale de cette capacité d'invention tiennent plus encore, et ce depuis longtemps, à sa qualité d'activité technique, pour utiliser l'expression de Simondon. Parce que Simondon déjà l'avait relevé. L'invention radicalement productrice ou créatrice au sens le plus plein du terme, constituée pour ce dernier, et Guattari, qui était un lecteur de Simondon, le savait bien, est le cœur même de l'activité technique, de cette activité venue remplacer au plus tard, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le paradigme de longue durée du travail. C'est elle qui apparaît désormais comme l'activité centrale, l'activité technique, c'est elle qui apparaît désormais comme l'activité centrale de la nouvelle culture technologique du sens et qui oblige à une vaste reconceptualisation ontologique. L'activité technologique est la nouvelle culture technologique de l'objet que celle-ci engendre font finalement émerger une nouvelle image de l'être, une image que veut appeler écologique, et conduisent de manière plus générale à une transformation en profondeur au sein de l'histoire du sens. Une transformation qui, comme il apparaît de manière toujours plus manifeste, est même moins esthétique que écologique au sens le plus général du terme. Et ce dernier point vaut en réalité tout autant pour la question du nouveau paradigme. Car ce paradigme esthétique de Guattari, qui nous place au beau milieu du déplacement technologique du sens auquel nous sommes soumis depuis 1950, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, son analyse attentive montre qu'il est en réalité non plus esthétique mais écologique. Le tournant écosophique de Guattari lui-même est l'attention croissante que celui-ci a portée sur la nouvelle référence écosophique, comme il écrivait, et la sagesse, nouvelle sagesse de l'oikos, cette sagesse qui ne se limite pas aux quatre murs de l'habitat et de l'être étant déjà là, mais qui prend sous sa responsabilité l'être à venir, sont autant d'indices du fait que l'esthétisation générale aura été en définitive une écologisation générale. Deuxième chapitre. Le nouveau paradigme écologique. Le déplacement technologique du sens qui caractérise notre position fondamentale, je veux dire notre Grundstellung, comme Heidegger, ce déplacement marque une double césure au sein de l'histoire du sens. À la fois celle du déplacement du sens de la technique tel qu'il se produise dans le devenir technologique de la technique elle-même et, de manière étroitement liée, celle du déplacement du sens en tant que tel. Le grand mouvement de renversement qui s'opère dans l'histoire du sens depuis plus d'un demi-siècle et qui englobe l'ensemble des univers des valeurs et des domaines d'être, est marqué par une évolution en profondeur des objets techniques et par des vastes conséquences de cette évolution sur la culture du sens. D'une part,
L'outil, l'instrument, l'ustensile et même la machine tendent l'obsolescence, considérée sous l'angle de l'histoire de l'objet. Dès lors, la culture du sens axée sur la signification, alors le sens du sens comme signification, qui participe des formations objectales correspondant à ces objets est imprégnée par son principe, par le modèle du sujet travaillant, avec son agentivité, son agency, exclusif et son rapport spécifique, fait d'usage et d'emploi aux objets et au monde. Cette culture du sens et le schéma ontologique qui lui correspondent et l'encadre, l'homomorphisme, perdent à leur tour toute pertinence. D'autre part, et en parallèle, les ensembles et réseaux techniques sont élevés au rang de nouvelles références objectales directrices de la culture du sens. Par leur avènement, l'élaboration d'objets qui constituaient jusqu'à présent l'activité centrale au sein de la culture du sens est reléguée au second plan. Les objets techniques quittant pour la toute première fois leur position de minorité au sein de la culture du sens pour devenir majeurs et autonomes. C'est en eux et par eux que l'accentivité, je parle de agency, n'étant plus circonscrite à la seule position du sujet travaillant et créateur de signification, se distribue désormais. Dès lors, ces objets sont participatifs au sens strict du terme, ils forment des agencements insignifiants et obligent finalement aussi au déploiement d'une ontologie relationnelle inédite. C'est ainsi que s'instaure et se met en place la nouvelle culture du sens, celle de la technologie. Voilà, c'est très brièvement comment l'on peut caractériser l'évolution provoquée dans l'histoire du sens par l'évolution des objets techniques. Cette évolution encore en cours au sein de la culture du sens est aujourd'hui toute particulièrement déterminée par l'omniprésence des cultures de l'objet technique spécifique, des cultures d'objets actifs, automatiques, pour ne pas dire intelligentes, qui ne se répandent et s'implantent toujours plus dans nos environnements, alimentant en information nos infrastructures, exécutant les processus de calcul extrêmement intensifs en arrière-plan de notre expérience et de notre être, opérant dans des zones micro-temporelles, en un mot, des cultures d'objets technologiques au sens plein du terme, qui marquent de leur empreinte l'apparence et la logique de la cybernétisation contemporaine. En ce sens, l'inconscient technologique s'avère toujours plus environnemental, comme le soulignent d'ailleurs les théories de médias les plus en point. Ainsi, par exemple, Mark Hansen a-t-il interprété la distribution radicalisée de l'agentivité dont la technique a rompu le cantonnement à des acteurs uniques privilégiés, les sujets humains, comme l'explosion de l'agentivité environnementale, il disait. Et il a mis en lumière à cette occasion les difficultés conceptuelles qu'il a à appréhender de manière non réductrice l'environnementalité nouvelle non triviale. Face à des environnements médiatiques multiscalaires, Hansen souligne la nécessité d'une perspective, il écrit perspective radicalement environnementale, et sur la base de celle-ci, d'une généralisation et d'une reconceptualisation radicale de la subjectivité. Fin de citation. Selon lui, les smart chips et les senseurs qui colonisent de manière croissante notre monde quotidien font apparaître combien les médias ont aujourd'hui délaissé leurs fonctions médiatiques, traditionnelles ou classiques, enregistrer, stocker, transmettre, la trinité médiale de Friedrich Kittler, speichern, übertragen, verarbeiten. Alors, ils ont délaissé leurs fonctions médiatiques traditionnelles pour devenir, Marc écrit, une plateforme de connexion et de rétroaction directe avec l'environnement, rendant les actions plus aisées. C'est pour ainsi dire
Le sens du technico-médiatique lui-même, qui est ici transformé, en même temps qu'apparaît une fonction de média encore totalement inédite. Et Marc écrit, encore une fois une citation, « Pour la première fois dans notre histoire, et très vraisemblablement dans l'histoire de l'univers, il explique, nous voyons notre statut privilégié et jusqu'à présent presque incontestable d'agent de sensations les plus complexes au monde remis en cause, voire aboli par la capacité technique de sensation reproductible à loisir et se propagant de manière ubiquitaire qu'ont introduit nos appareils et nos technologies intelligentes. » Fin de citation. Luciana Parisi, quant à elle, a théorisé les agencements technico-médiatiques actuels qui cybernétisent les modes de sensations via l'intégration bioinformatique croissante des senseurs bioniques, des médias mobiles et d'atmosphères digitales sous le nom de techno-écologie de la sensation. Elle parle de techno-ecologies of sensation. La nouvelle affectivité cybernétique qui réunit transversalement le biologique et le digital et produit à ce titre, comme l'explique Parisi, l'expérience ressentie d'un lien non sensuel entre matière organique et matière anorganique. Et, comme elle le dit encore, une sorte de, citation, nouveau gradient de sensation de la chair pensante. Cette nouvelle affectivité, Parisi la nomme, en s'appuyant sur l'écologie de la symbiogenèse de Lynn Margulis, symbiosensation. Brian Massumi a pour sa part mis en perspective le régime des pouvoirs contemporains sous l'appellation empruntée à Foucault d'environnementalité. Il a retracé à cette occasion la naissance d'un sujet environnemental et fait apparaître que le mode opératoire macropolitique central, qui repose sur un contrôle médiatique des affaires, tout comme les micropolitiques contemporaines, qui doivent néanmoins être pensées sous le signe de ce même effet, sont à réinscrire pour être appréhendées correctement dans le cadre d'une écologie, il disait, de pouvoir. Dirk Becker a lui analysé la forme structurelle et culturelle d'une société à venir. Ça s'appelle le livre Die nächste Gesellschaft, la société à venir, appelée à se substituer par le biais de l'implantation de l'ordinateur à la société moderne de l'imprimerie et à son organisation par différenciation fonctionnelle. Or, pour Becker, le trait essentiel de cette société à venir est l'imposition du, je lui cite, principe écologique. Elle sera, à l'en croire, je lui cite, de manière plus radicale encore que ce que nous pouvons imaginer jusqu'à présent un ordre écologique. Si l'on entend par écologie le fait que l'on est amené à être confronté à des relations de voisinage entre des ordres hétérogènes et dépourvus de tout rapport préstabilisé entre eux. I could go on to quote des analyses comme telles, mais je quitte ça maintenant. Toutes ces contestations programmatiques témoignent de la cristallisation, et ça c'est extrêmement important pour moi. Toutes ces contestations programmatiques témoignent de la cristallisation progressive d'une sémantique nouvelle autour du concept d'écologie, chercher de décrire la condition technico-médiatique contemporaine. En même temps qu'elles font apparaître combien le concept d'écologie est à l'évidence lui-même pris dans un processus de déplacement, de transformation et de reformulation. Les cultures de l'objet technologique auxquelles nous sommes liés font progresser l'écologisation de la sensation, de la cognition et de la pensée, mais aussi du pouvoir et de la gouvernementalité, constituant à cet égard l'élément central d'une situation de la culture du sens modifié en conséquence, et dont l'inconscient technologique dans son entier s'avère comme un inconscient écologique.
Ces cultures de l'objet technologique privent à cet égard définitivement le sujet transcendantal d'honneur de signification, qui avait trouvé dans le sujet travaillant son modèle, de sa souveraineté et de son pouvoir et disposition. Même si ce sujet transcendantal était certes miné en réalité depuis déjà bien longtemps par la technisation. Car bien sûr, ce sujet de la signification a toujours été fortement redevable de la technique médiatique. D'abord comme sujet écrivant et lisant, comme sujet alphabétisé. Kant dit le sujet transcendantal, comment on dit en français, es buchstabiert mit Kategorien die Erfahrung, die Daten. Il écrivait que le sujet épelle les dates avec les catégories. Alors, c'est le concept d'un sujet alphabétisé, grammatisé au sens strict du terme. Puis plus tard, comme sujet, bien sûr, cinématographique, comme Bernard a travaillé beaucoup sur ça. Plus globalement, comme sujet incarnant et intégrant dans ses schèmes les conditions technico-médiatiques de sa propre production d'expérience et de signification, c'est-à-dire ses couplages fondamentaux à la technique médiatique. De cette façon, il a fallu entrer la condition médiatico-technique au cœur de la synthèse subjective, tout en remonopolisant et reconcentrant sans cesse en et sur soi. Tout pouvoir de disposition et toute agentivité. Mais aujourd'hui, non seulement les cultures de l'objet technologique opèrent depuis longtemps et de manière toujours plus accentuée dans les domaines illisibles, imperceptibles, inappelables pour des sujets conscients et de leur faculté de lire et de projeter, c'est-à-dire pour des sujets alphabétisés et cinématographiques. Elle opère également de manière croissante au sein même de l'environnement de ces sujets, mais en les contourant totalement. Or, ceci ne modifie pas seulement le régime transcendantal, qui porte toujours l'empreinte spécifique indélébile des techniques médiatiques de son temps, bien sûr. Cela ne signale pas seulement une technicité transcendantale nouvelle, désormais inéluctable, qui tient sous son emprise notre expérience au sein de notre monde technique actuel, organisé autour de la computation en réseau. Cela ébranle même, enfin, l'ensemble de la culture du sens signifiant elle-même, cette culture centrée sur la subjectivité de type herméneutique. Ça veut dire alphabétisé, cinématographique. En lieu et place de la culture du sens herméneutique et celle de la signification, apparaît la culture du sens technologique qui ne conduit certes pas à l'abolition même de tout sens, mais instaure et assoit tout au moins un autre sens du sens, un nouveau sens du sens situé au-delà de la signification qui ne peut être pensé que dans le cadre d'une nouvelle écologie, et plus exactement d'une techno-écologie du sens. Ce sens nouveau, techno-écologique, du sens qu'il n'est plus possible d'appréhender à l'aide des distinctions directrices et des prémices de l'ère de la signification, a déjà fait l'objet de nombreuses tentatives de ceci conceptuel. Ça c'est sûr, sous le terme d'agencement, bien sûr, d'assemblage, d'ensemble, de montage, de composition, de hétérogénèse, de symbiogénèse, d'être avec, d'être ensemble, agency, ou encore enchevêtrement, entanglement, comme Karen Barat dit, ou Isabelle Stengers, enchevêtrement d'entités et d'acteurs humains et non humains. La description à nouveau frais de cette structuration des cultures du sens semble même constituer l'un des défis et l'un des axes majeurs des politiques conceptuelles contemporaines qui toutes commencent à prendre acte de la structuration écologique générale et placent celle-ci au centre des réformes épistémologiques et ontologiques qu'elle propose.
L'une des tentatives les plus récentes, et en même temps l'une des plus vastes, je pense, se trouve à cet égard chez Jean-Luc Nancy, qui depuis plus qu'un quart de siècle étudie la modification de la constitution du sens causée par la technologie. Dans un texte intitulé de l'instruction, Nancy a en effet mis fin à sa focalisation sur les acteurs humains et leur agentivité spécifique humaine qui caractérisait jusqu'à présent, au moins en apparence, sa pensée de l'être avec, et a mis en évidence le caractère purement technique de l'être avec, en engageant dès lors une description de la nouvelle situation d'histoire du sens comme celle d'un sens radicalement distribué. Il écrit « Ce qui nous est donné ne consiste que dans la juxtaposition et la simultanéité d'une coprésence dont le co ne porte aucune autre valeur particulière que celle de la contiguïté ou de la juxtaposition dans les limites selon lesquelles l'univers lui-même est donné. » Fin de citation. C'est précisément dans cette exposition de la struction, au sens de struo, amasser, entasser, que récite selon Nancy, là, ils disent, la leçon de la technique. À l'ère technologique se produisent, encore Nancy, un déplacement, une courbure du dispositif phénoménologique, par lequel la simple comparaison se révèle être le sens du monde. Il ne s'agit plus d'un avec existentiel, il écrit, et en cela anthropocentrique, mais d'un avec purement catégorial. C'est exactement cela, c'est exactement ce dénudement qui marque la situation de l'instruction, cette situation au sein de l'histoire du sens dans laquelle nous place la technique et qui explique qu'il, encore Nancy, nous incombe de tout inventer, à commencer par le sens. Peu de temps après la publication de ce texte, Nancy a encore approfondi cette leçon de la technique en mettant le doigt sur la catastrophe du sens, à laquelle nous sommes exposés tout en explicitant ce devenir catastrophique du sens, son renversement, son ébranlement, son effondrement comme le cœur de la grande transformation qui s'opère dans l'histoire du sens et en soulignant également par l'idée d'une interconnexion générale, ils disent, la sorte d'un environnementalisme généralisé du sens. Il écrit « une sorte d'environnementalisme généralisé dans lequel tout s'enveloppe et se développe selon la réticulation de ce qu'on a pu nommer l'inconscient technologique. » L'inconscient voulant dire avec tout, ils disent « ici comme ailleurs, le tissage enchevêtré de tous les étangs. » Fin de citation. Si Nancy avait certes déjà usé à quelques reprises par le passé du concept d'écotechnie pour décrire le devenir technique général du monde, c'est ici l'écologie généralisée qui apparaît comme le véritable moment clé de la culture du sens hautement technisée. La situation contemporaine d'histoire du sens, pourrait-on dire ainsi en un mot, est environnementale au sens le plus général du terme, et le nouveau paradigme est celui d'une écologie générale. Dès lors que le mouvement définitoire de notre époque est celui d'une écologisation générale, dès lors que l'entrée dans la condition technologique nous conduit à l'instauration de nouveaux paradigmes écologiques, c'est aussi à une vaste transformation du sens de l'écologie à laquelle nous assistons de cette manière. Et cette transformation a même constitué l'un des terrains de politique théorique les plus stimulants du XXe siècle, je pense, et le demeure de toute évidence encore aujourd'hui. C'est en effet l'écologie restreinte, l'écologie comme religion, qui a mobilisé de manière récurrente les figures de l'intact, de l'indemne, du valide, du saint, de l'humain, qui n'a cessé de participer, comme l'a souligné Derrida, à la pulsion de l'indemne, dans sa réaction à la machine et au déracinement, à la délocalisation, à la dépossession et à l'expropriation produite par la machine téléo-technoscientifique
et qui, enfin, a toujours privilégié les figures du propre, de l'être auprès de soi et de l'être chez soi. L'écologie générale, quant à elle, qui, sous l'effet du renversement du sens de l'écologie, se dessine progressivement comme le prochain principe écologique, obéit à une toute autre économie, une économie générale. Elle est pour sa part une écologie non naturelle, soustractive, pourrait-on dire, une écologie qui s'est soustraite à la dimension immunopolitique de l'écologique, une écologie d'un être sans généralisé. Ça veut dire d'un être sans essence, sans substance, sans fondement, etc., etc. Elle est peut-être l'écologie d'un être du transforme. Le terme de l'écologie générale, il faut le souligner, ne porte à cet égard pas seulement à l'expression une conceptuelle nouvelle de l'être et du sens, dont il va falloir bientôt dessiner d'une manière plus précise encore le contour. Il est de manière plus globale le nom du nouveau style de l'époque, de la nouvelle orientation, de la nouvelle attitude, ou pour le dire avec Husserl, de notre style normal, de notre forme normale à venir, qui prennent acte de la transformation de notre expérience basale engendrée par les nouvelles technologies médiatiques et se place à la hauteur de cette nouvelle position fondamentale. Alors, encore une fois, les Grundstellung, selon Heidegger. Guattari, pour revenir une dernière fois à son intuition diagnostique, a commencé dans les trois écologies à retracer ce double mouvement, rendant compte tout autant d'une nouvelle conception hétérogénique de l'être que de la nouvelle conception de la pensée, qu'il a décrite comme la pensée d'une écologie, avec trait d'union, polyvalente, une écologie, il écrit une écologie polyvalente, pré-personnelle, pré-objectif, semblable à la logique des processus primaires. Dans ce contexte, il a confié la tâche du développement de cette nouvelle logique écosophique à une écologie mentale qui se croiserait toujours déjà à la fois avec, comme vous savez bien, comme avec l'écologie collective sociale et l'écologie matérielle technique, et marquait dès lors précisément les contours de l'écologisation générale. Nous ne sommes pas encore allés assez loin dans le développement de cette écologie générale. Bien sûr, de nombreux motifs et fragments de nouveaux types ou de nouvelles formes de rationalité surgissent de toutes parts et attestent qu'on nous rendons sur le terrain de l'écologie générale, nous ne nous rendons nullement sur le terrain de l'irrationnel, de l'informe, et moins encore sur un terrain qui serait situé par-delà toute logique. Guattari a vu dans ce qui nous advient ou dans ce qui pourrait nous advenir une forme nouvelle d'animisme, un techno- et médio-animisme, pour ainsi dire, et même une sorte de possible, ils disent, re-enchantement, précisément parce que cette organisation à venir pourrait avoir une certaine ressemblance avec l'agencement, certes non prélogique, comme le pensait Lévi-Brühl, mais non moderne et radicalement participatif, qui est celui de l'animisme sauvage. Lévi-Brühl avait noté dans ce carrière, pour la mentalité primitive, être se participer, formulant ainsi le mot d'ordre de l'être sauvage. Ce mot d'ordre qui connaît aujourd'hui, dans un contexte technique médiatique, un étonnant regain d'actualité. On peut même parler d'un néo-animisme. Bruno Latour paraît un exemple extraordinaire pour ça. Oui. Tous les néo-animismes grandissants de notre époque le montrent. Après les civilisations soi-disant archaïques, sauvages, c'est à notre tour d'être bientôt confrontés, si l'on en croit tout du moins la lecture que Guattari proposait de la disposition animiste, à des objectivités, subjectivités, qui, il écrit, chevauchent les unes les autres, s'envahissent pour constituer des entités collectives mi-chose, mi-âme, mi-homme, mi-bête.
machine et flux, matière et signe. Fin de citation, et dans lequel les sphères d'extériorité ne sont pas radicalement séparées de l'intérieur. Tertium datur, immanence et même imminence et transversalité du sens. Voilà, merci.